Non, non, non. J'ai pris l'image de la luxure parce que derrière, ce dont je voulais parler, c'était l'amour de l'entrepreneur pour sa solution. Je vais vous raconter l'histoire d'Anthony. Donc Anthony, il fabrique des produits artisanaux à base de technologie, à base de LED. Et c'est un créatif, c'est-à-dire que il trouve que le produit qu'il vend, il trouve ça génial, ça peut se personnaliser, ça peut s'utiliser dans plein de possibilités, ça a plein de fonctionnalités, et donc il est tombé complètement amoureux de sa solution, et il est toujours en phase de création, c'est-à-dire que rien n'est trop beau pour son produit. Donc il est toujours en train d'essayer de l'améliorer, il est toujours en train d'essayer d'investir. Donc il achète de nouveaux outils, de nouvelles machines pour pouvoir améliorer encore son produit. Et il vit pour ça, quoi. C'est-à-dire que il a transformé son appart en atelier. On en trouve partout, dans toutes les pièces. Enfin, je veux dire, il vit ça. Il mange ça le matin, il dort ça le soir, la nuit. Enfin, il vit au milieu de tout ça, quoi. Et sans le savoir, il est frappé du péché de luxure. Alors, pourquoi est-ce que c'est mal? C'est un peu... on va faire un peu de littérature. Stendhal a inventé le concept de cristallisation. La cristallisation, c'est quoi? C'est lorsqu'on tombe amoureux, on ne voit que les qualités de la personne aimée. Il n'a pas de défaut, ou elle n'a pas de défaut, ou en tout cas, s'il y en a, ils sont minimes. On ne voit que les qualités, même s'il faut, on en invente, et on est capable d'oublier tout le reste. Eh bien, la luxure, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'entrepreneur va cristalliser sa solution. Rien n'est trop beau pour elle. Il est capable de tout lui sacrifier. Son temps, son énergie, son argent bien sûr, et surtout, il a raison de le faire. C'est-à-dire que ne pas le faire, ce serait aller à l'encontre de sa raison d'être. Ça serait aller à l'encontre de pourquoi il a créé sa boîte. Et donc il finit par en oublier même pour qui il a créé sa boîte. Et ça c'est un vrai problème. Du coup, il pense que les clients vont aimer son produit, puisque lui, il en est amoureux. Donc les clients ne peuvent que aimer son produit, parce que sinon ils n'ont rien compris. Donc Anthony finira par gagner, même seul contre tous. C'est pas un problème. Il va réussir parce qu'il est convaincu qu'il peut et il doit réussir. Et du coup, c'est très difficile pour lui d'accepter la critique. Bah oui, parce que ça remet en cause ses croyances, ses valeurs, et même peut-être ce qu'il est. Et ça se ressent parce que dans les conversations, moi je me rappelle des entretiens qu'on avait ensemble, quand je lui posais une question, quand je lui faisais une remarque ou une critique, c'était toujours le « oui, mais ». C'est-à-dire que oui, j'écoute ce que tu me dis, mais en fait j'ai une bonne raison pour le faire. Et il y avait toujours une argumentation pour venir appuyer tel ou tel choix, alors qu'en fait c'était complètement hors sujet. D'ailleurs, souvent les discussions sont des monologues, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui est péché de luxure, il est dans son histoire, et dans cette histoire, il y a de la place que pour lui et sa solution. Il n'y a pas de place finalement pour les autres et pour les clients notamment. Et c'est là, je pense, la plus grosse problématique du péché de la luxure. Alors, il y a plusieurs conséquences. La première, pour moi, c'est l'isolement. C'est-à-dire que l'entrepreneur, qui déjà est seul dans son aventure, très souvent, va en plus se conforter dans cette solitude, qu'elle soit dans son atelier par exemple, si on parle d'un créatif, mais c'est également... ça peut être dans son bureau, je pense là notamment à des consultants, à des formateurs qui se lancent dans une solution dont ils sont tombés amoureux, sans se poser la question de savoir si cette solution est adaptée à ceux à qui ils la destinent. Du coup, l'isolement dans lequel ils se mettent les coupe complètement de leurs clients, et il n'y a plus du tout
de communication, il n'y a plus de feedback, il n'y a plus de retour, et donc il y a un enfermement qui se met en place. Et ça, c'est effectivement super dangereux pour un entrepreneur. Parce que il va être, deuxième conséquence, il va se retrouver à tomber dans l'obstination. Et là, on a un deuxième biais qui arrive. Donc j'avais parlé sur un précédent péché, l'avarie, j'ai parlé du biais de l'aversion à la perte. Et là, on a le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans chaque chose qui va se passer, l'entrepreneur va chercher l'élément qui confirme sa posture actuelle. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas, à aucun moment, il y a la question de se dire est-ce que je me trompe? Surtout pas. Mais est-ce qu'il serait possible de faire autrement? Parce que se tromper, c'est déjà accepter l'idée que non seulement il y a d'autres solutions, mais qu'en plus elles sont meilleures. Donc là, l'entrepreneur qui est victime du péché de luxure, ben, il en est très très loin. Mais il n'y a même pas l'idée qu'il peut y avoir une autre solution. Et du coup, on est dans une voie sans issue. Et tout ce qu'on fait doit confirmer cette voie sans issue. Et même, je dirais, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que parce qu'il est victime de ce biais de confirmation, l'entrepreneur peut être également victime de ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire que parce qu'il est victime de la luxure, il va tout sacrifier à sa solution, il va tout lui donner, son temps, son énergie, son argent, et plus il lui en donne, et plus ça n'aurait aucun sens d'arrêter de le faire. C'est-à-dire, on voit ça souvent, par exemple, dans des entreprises qui dépensent des sommes faramineuses en publicité, ils vont vous dire mais on a tellement dépensé, on a tellement mis d'argent, on peut pas s'arrêter, sinon tout ce qu'on a mis là, ça n'aurait servi à rien. Et donc du coup, cette escalade de l'engagement fait que c'est un cercle sans fin, on ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que il y ait plus de liquidité par exemple, et à ce moment-là c'est la faillite. Et c'est ce qui arrive souvent aux entrepreneurs qui sont victimes de luxure. C'est-à-dire que ils s'enferment tellement dans l'amour de leur solution que, un petit peu comme Narcisse, ils finissent par se noyer dans le lac, quoi. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est un gâchis sans fin et c'est vraiment dommage. C'est des pertes financières, c'est une voie sans issue qui peut arriver bien sûr jusqu'à la faillite. Alors surtout, faut pas attendre. Il faut très très rapidement réagir. Et pour ça, il faut s'octroyer, j'ai envie de dire, des pauses. C'est-à-dire sortir la tête du guidon. Quand on est entrepreneur, on est toujours focalisé sur les missions, sur l'agenda, sur ce qu'on doit faire. Et j'ai envie de dire, il n'y a que quand on se pète une jambe ou quand on se cogne la tête qu'on se dit waouh, je suis obligé de faire une pause, j'ai pas le choix. Et c'est là souvent qu'on trouve les meilleures idées ou qu'on arrive à rebondir. Donc c'est de se dire est-ce que je m'octroie des moments où tiens voilà, je vais aller m'aérer, je sors de mon bureau, je sors de mon atelier et je fais ça une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je m'octroie 2 jours dans le mois où poum, je fais complètement autre chose. C'est avoir une hygiène de vie qui va avec l'entrepreneur. C'est-à-dire que on sait que c'est très perméable, le côté personnel et professionnel. C'est très très difficile de séparer les deux. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une hygiène de vie qui soit la plus saine possible. Alors, certains font du sport, d'autres font du yoga, d'autres font de la méditation. C'est important de s'octroyer ces pauses-là pour justement, à un moment donné, sortir la tête du guidon, être capable de prendre de la hauteur sur son activité, et du coup de se donner la possibilité d'avoir des avis contraires. Et ça c'est la deuxième piste, c'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur d'aller voir ses clients en train d'utiliser sa solution, de créer aussi, alors souvent on parle de focus group, d'aller demander le témoignage des gens, d'être dans une ouverture d'esprit. C'est pas simple, hein, parce que ça veut dire accepter la critique, ça veut dire accepter de se remettre en question, accepter, reconnaître de s'être trompé peut-être même. Et c'est vrai que ça c'est un travail qui est pas facile à avoir, parce que parce que on s'est tellement investi dans ce produit ou dans ce service que reconnaître que cet investissement
a été fait à perte, c'est pas simple. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que les gens vont pas chercher du feedback et qui restent dans leur posture et dans leur positionnement. Et c'est là que c'est dommage. Donc aller voir ses clients, se confronter aux autres, fait que on sera peut-être plus ouvert d'esprit et donc on prendra moins le risque de tomber dans le péché de luxure. Ça c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Ensuite, peut-être aussi, je pense qu'il faudrait essayer d'aller chercher même les avis contraires. C'est-à-dire que quand on va chercher le feedback d'un client, le feedback peut être positif ou négatif. Mais moi j'ai envie de dire, il faut aller plus loin. C'est-à-dire auprès de son entourage, de ses amis, essayer d'identifier une ou deux personnes qui sont celles qui posent des questions, qui bousculent, qui vont un petit peu à contresens de nous, justement pour forcer les avis contraires et se nourrir de ça pour pouvoir justement essayer d'aller plus loin. Donc ces rencontres, ces échanges, c'est la meilleure façon pour grandir soi-même et faire grandir sa solution et finalement l'approcher d'un point idéal. Voilà. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de cultiver. Ouais. Le mot de la fin, moi je dirais que l'entrepreneur doit se rappeler que les clients se moquent de son produit. En fait, ils souhaitent juste trouver une solution à leur problème. Et le produit, c'est simplement ce qui véhicule cette solution. Mais ce n'est pas lui qui est important.